6 heures du matin. Franchement, qui frappe à cette heure-là? J'ai cru que c'était le voisin pour le bruit, ou peut-être un livreur qui s'était trompé, mais non. Quand j'ai ouvert, il y avait ce flic. Juste là, dans le froid. Il ne m'a même pas dit bonjour, il a juste tendu un papier. Un document officiel. Et mon nom était écrit dessus, en gros, en noir. Un ordre d'expulsion. J'ai regardé le papier. J'ai regardé le policier. Et j'ai demandé, la voix qui tremblait un peu, qui a déposé ça? Il a baissé les yeux vers la première ligne du document. Il a lu le nom. Il a marqué une pause. Et son visage a blêmi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous indiquer en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Une histoire qui m'a brisée, reconstruite, et finalement transformée en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et la personne qui a signé cet ordre d'expulsion, c'est quelqu'un que vous n'allez pas deviner. Pas tout de suite. Je m'appelle Leila. Enfin, c'est le prénom que j'utiliserai pour cette histoire, pour protéger certaines personnes, même celles qui ne me méritent peut-être pas cette protection. J'avais 32 ans à l'époque. Ça faisait 4 ans que j'étais mariée avec Karim. Un mec en or, vraiment. Et ouais, on vivait encore chez mes parents. Je sais ce que vous vous dites, à 32 ans? Mais c'était leur demande. Ils disaient que la maison était trop vide, qu'ils prenaient de l'âge. Bref, on a accepté pour les aider. Ce n'était pas une question d'argent, on avait largement les moyens de partir, mais ils insistaient, ils se sentaient seuls, la maison était trop grande. Que ma présence leur faisait du bien. Et moi, parce que j'aimais mes parents, parce que je pensais que c'était normal d'aider sa famille, j'avais dit oui. Nous payons un loyer chaque mois. Pas symbolique. Un vrai loyer, correct, qui couvrait les charges, les courses, et plus encore. Karim ne disait rien. Il respectait mes parents. Il faisait tout pour que ça se passe bien. Et pendant des années, ça s'est bien passé. Jusqu'à ce matin de mars, à 6 heures, quand quelqu'un a frappé à ma porte. Pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, il faut que je vous parle de ma sœur, Yasmine. La star de la famille. Vous voyez le genre? Vous voyez le genre? Celle qui réussit tout, celle dont on parle à tous les repas de famille jusqu'à ce que vous ayez envie de vous étouffer avec votre dessert. Je l'aimais, attention, mais c'était pesant. Dans notre famille, dès qu'on était petite, c'était clair. Yasmine était brillante à l'école. Yasmine était douce, souriante, obéissante. Yasmine faisait des études de médecine à l'étranger, en Belgique, et mes parents en parlaient à tout le monde. Aux voisins, à la famille éloignée, aux gens qu'ils croisaient dans la rue. Et notre fille, elle sera médecin. Moi, j'avais fait des études de gestion. Correcte, sérieuse, mais pas médecine. Pas ce diplôme qui faisait briller les yeux de mes parents quand ils en parlaient. J'avais un travail stable, un mari bien, une vie honnête. Mais dans le regard de mes parents, je restais toujours un peu en dessous de Yasmine. Je ne leur en voulais pas vraiment. Ou plutôt, je faisais semblant de ne pas m'en vouloir. Je me disais que c'était comme ça dans beaucoup de familles. Que l'amour des parents n'était pas toujours parfaitement équitable. Que ça ne voulait pas dire qu'ils ne m'aimaient pas. Je me disais beaucoup de choses pour tenir. Et puis, un jour de janvier, ma mère m'a appelé dans le salon. Mon père était assis là aussi. Ils avaient l'air sérieux, tous les deux. Gênés, peut-être. Ou alors c'était moi qui voulais voir de la gêne là où il n'y en avait pas. Ma mère a commencé à parler. Elle m'a dit que Yasmine avait des problèmes de santé. Qu'elle avait dû interrompre ses études en Belgique. Qu'elle avait besoin de soins, de vrais soins, et que ces soins, il fallait qu'elle les reçoive ici, près de chez ses parents, pas toute seule à l'étranger dans un appartement froid. J'ai dit que je comprenais. Parce que je comprenais vraiment. Yasmine était malade, c'était sérieux, et bien sûr qu'elle devait rentrer. Bien sûr qu'elle devait être entourée.
Je lui souhaitais de guérir vite. Je le pensais sincèrement. Et puis ma mère a continué. Elle m'a dit que Yasmine allait revenir vivre dans la maison familiale. J'ai dit, bien sûr, il y a de la place. Ma mère a hésité. Mon père regardait le sol. Et ma mère m'a dit, le problème, c'est que Yasmine, elle n'a pas de revenus en ce moment. Elle ne peut pas payer de loyer. Et avec ses soins médicaux, les dépenses sont déjà lourdes. J'ai commencé à comprendre où il voulait en venir, mais je n'y croyais pas encore. C'était trop absurde pour être vrai. Ma mère a dit, on pensait que toi et Karim, vous pourriez peut-être trouver un appartement ailleurs. Pour lui laisser la place. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père, qui regardait toujours le sol. J'ai dit, vous voulez qu'on parte pour que Yasmine puisse vivre ici sans payer? Silence. Ma mère a dit, c'est temporaire. Mon père n'a rien dit. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une douleur sourde. Le genre de douleur qui arrive quand une chose que tu savais déjà quelque part, au fond de toi, se confirme enfin à voix haute. J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. J'ai dit que j'en parlerais avec Karim. Et je suis retournée dans ma chambre, et j'ai pleuré en silence pour ne pas qu'il m'entende. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Karim. Il m'a écouté sans m'interrompre. Karim est comme ça. Il laisse les gens finir de parler. Et quand j'ai eu fini, il m'a pris la main, et il a dit, on ne va pas partir. Pas comme ça. Pas de la façon dont mes parents avaient formulé les choses. Il n'a pas dit qu'on resterait quoi qu'il arrive. Il a dit qu'on ne partirait pas comme ça. Pas parce qu'on nous demandait de céder notre place à quelqu'un qui ne voulait pas payer, alors qu'on payait nous-mêmes depuis des années. Et je l'ai soutenu. Parce qu'il avait raison. Parce que ce n'était pas juste. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Mes parents me parlaient à peine. Ma mère cherchait des excuses pour me faire sentir coupable. Elle me disait que Yasmine était malade, que je manquais d'empathie, que j'étais égoïste. Mon père restait silencieux, ce qui, d'une certaine façon, était encore plus douloureux. Son silence valait un choix. Et son choix, c'était clairement Yasmine. Un matin, Karim et moi sommes partis au travailler. On avait une journée chargée tous les deux. On est rentrés le soir, fatigués, et en poussant la porte de notre chambre, j'ai remarqué quelque chose. Des affaires avaient bougé. Pas beaucoup, mais j'ai toujours été observatrice. Un livre qui n'était plus à sa place. Un tiroir pas tout à fait fermé comme je l'avais laissé. J'ai demandé à ma mère si quelqu'un était entré dans notre chambre. Elle a dit non. J'ai insisté. Elle a dit que peut-être elle avait rangé quelque chose. J'ai compris que la pression allait continuer. Que mes parents avaient décidé, et que notre refus était juste un obstacle temporaire pour eux. Ils attendaient qu'on craque. Nous n'avons pas craqué. Et c'est là que tout a changé. Un jeudi matin, à 6 heures précises, quelqu'un a frappé à la porte. Karim dormait encore. Je me suis levée, en pyjama, les cheveux en désordre, et j'ai ouvert la porte sans même regarder par le Judas, parce qu'à 6 heures du matin, dans la maison de tes parents, tu n'imagines pas qu'il pourrait se passer quelque chose de grave. C'était un policier. Grand, uniforme, l'air professionnel. Et dans sa main, un document. Une enveloppe déjà ouverte, avec un papier plié à l'intérieur. Il m'a demandé si j'étais bien Leïla. J'ai dit oui. Il m'a tendu le papier. C'était un ordre d'expulsion. Officiel. Avec les tampons, les signatures, tout. Il indiquait que je devais quitter les lieux dans un délai de 72 heures, que la procédure avait été enclenchée par le ou les propriétaires du logement, et que tout refus de ma part pourrait entraîner une intervention des forces de l'ordre. J'ai fixé ce papier. Je n'arrivais pas à y croire. Mes yeux cherchaient le nom du plaignant, la personne qui avait initié cette procédure, la personne qui avait pris un avocat, rempli des formulaires, choisi de m'expulser légalement de la maison où j'avais grandi.
Et là, j'ai demandé au policier, qui a déposé ça? Le policier a jeté un œil au document, puis il m'a regardé, et là, j'ai vu un truc changer dans ses yeux. De la pitié. Je vous jure, se faire regarder avec pitié par un flic à 6 heures du mat devant sa propre porte, c'est une sensation que je ne souhaite à personne. Il a hésité, puis il a lâché le morceau. Ce sont vos parents, madame. Je suis restée plantée là, sans rien dire pendant plusieurs secondes. Le silence était assourdissant. J'ai pris le papier. J'ai dit merci, ce qui était absurde, je sais. J'ai refermé la porte. Et je me suis appuyée contre le mur du couloir, le papier dans la main, et j'ai regardé le plafond pendant longtemps. Mes propres parents. Mes propres parents avaient pris un avocat. Avaient initié une procédure légale. Avaient envoyé un policier frapper à ma porte à 6 heures du matin, dans leur propre maison, pour m'expulser. Pas parce que je ne payais pas. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. Uniquement parce que Yasmine, qui était malade et qui ne voulait pas payer de loyer, avait besoin de cette chambre. Karim s'est réveillé quand je suis entrée dans la chambre. Il a vu mon visage. Il a vu le papier. Il a lu. Et lui qui était toujours calme, lui qui prenait toujours le temps avant de parler, s'est simplement levé, s'est habillé en silence, et a dit, on part aujourd'hui. Pas dans 72 heures. Aujourd'hui. Nous avons appelé une amie qui avait un appartement avec une chambre libre. Elle a dit oui sans hésiter. Nous avons mis nos affaires les plus importantes dans des valises, et nous sommes partis en milieu de matinée, sans crier, sans scène, sans accuser personne à voix haute. En passant devant le salon, j'ai vu ma mère assise avec un café. Elle ne m'a pas regardée. Elle regardait la télévision. Je n'ai pas dit au revoir. Les premiers jours chez notre amie Soraya ont été étranges. Elle était gentille, discrète, elle faisait semblant de ne rien remarquer quand je ne disais pas grand-chose le soir. Karim cherchait un appartement en urgence. Il avait contacté plusieurs agences. En moins d'une semaine, on avait trouvé quelque chose de correct, pas grand, mais propre, à nous, sans personne pour nous dicter ce qu'on devait faire. Le jour où on a posé les valises dans ce petit appartement, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la tristesse. Pas de la colère. Une espèce de soulagement. Comme si on avait porté quelque chose de lourd depuis longtemps sans s'en rendre compte, et qu'on venait enfin de le poser par terre. Karim a ouvert les fenêtres. Il y avait du soleil. On s'est regardé. Il a dit, c'est bien, ici. J'ai dit, oui. Et c'était vrai. Mais la blessure, elle, ne disparaissait pas si facilement. Je pensais à mes parents. Pas avec de la haine, ça je peux le dire honnêtement. Avec une douleur que je ne savais pas très bien nommer. Le sentiment d'avoir été remplacé. Pas par une étrangère. Par ma propre sœur. Comme si leur amour pour moi avait toujours été conditionnel, et que la condition venait d'être retirée. J'ai coupé les ponts. Je ne répondais plus à leurs appels. Je ne répondais pas aux messages de ma mère qui disait que Yasmine allait mieux, que la maison était propre, que j'aurais pu les appeler pour prendre des nouvelles. Comme si c'était normal. Comme si expulser sa fille à 6 heures du matin était une chose qu'on pouvait passer sous silence 2 semaines plus tard. Mon père ne m'a jamais appelé. Ça, je l'avais noté. Karim ne commentait pas. Il était là, présent, solide. Il me demandait comment j'allais sans insister si je ne voulais pas répondre. Il avait coupé le contact avec mes parents aussi, naturellement, sans que j'aie besoin de le lui demander. C'était une décision muette qu'on avait prise ensemble sans en parler. Les mois ont passé. Je continuais mon travail. Un poste de responsable administratif dans une entreprise de taille moyenne. Pas passionnant, mais stable. Karim travaillait dans la logistique. On avait une vie normale, tranquille, avec des dîners le vendredi soir, des films le dimanche après-midi, des projets en commun. Et puis, environ 8 mois après notre départ, mon téléphone a sonné un après-midi. Un numéro que je ne reconnaissais pas.
J'ai décroché. C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Yasmine. Elle parlait vite, la voix un peu tremblante. Elle me disait qu'elle avait eu un accident. Que c'était pas grave, enfin pas très grave, mais qu'elle était à l'hôpital. Qu'elle avait voulu m'appeler parce que, elle ne savait pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'étais sa sœur. Peut-être parce qu'elle m'en voulait moins que ce que je croyais. Je l'ai écoutée. Je n'ai pas raccroché. Et quelque chose en moi, malgré tout, malgré l'ordre d'expulsion et les 6 heures du matin et la tasse de café de ma mère et le silence de mon père, s'est défait un peu. Ce n'étaient pas mes parents qui m'avaient appelé. C'était Yasmine. Je suis allée la voir à l'hôpital. La voir dans ce lit d'hôpital, avec un bandage au bras et l'air fatigué, c'était étrange. Elle était toujours ma sœur. Elle avait toujours ce sourire un peu hésitant qu'elle faisait quand elle ne savait pas comment commencer une conversation. On n'a pas parlé de l'expulsion ce jour-là. On a parlé de son accident, de ses études qu'elle avait envie de reprendre un jour, de sa maladie qui allait mieux, lentement mais mieux. On a parlé de petites choses. Des choses de sœur. Avant de partir, elle m'a dit « Je suis désolée pour ce qui s'est passé ». Je lui ai demandé si c'était elle qui leur avait demandé de faire ça. Elle a dit « Non ». Mais je n'ai pas dit non non plus. Et j'aurais dû. C'était honnête. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas tout ce que j'aurais voulu entendre. Mais c'était honnête. On s'est réconciliés, Yasmine et moi. Doucement, prudemment, comme on renoue avec quelqu'un qu'on aime mais qu'on ne connaît plus très bien. On s'appelait de temps en temps. On se voyait pour un café. On ne parlait pas de nos parents, c'était un sujet qu'on évitait soigneusement, parce qu'on savait toutes les deux qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Elle les défendait encore, mes parents. Pas ouvertement, pas en me disant que j'avais tort. Mais dans la façon dont elle changeait de sujet, dans la façon dont elle disait « Tu sais comment ils sont », avec un sourire triste, comme si ça expliquait tout et excusait tout. Moi, je ne les défendais pas. Mais je n'en parlais pas non plus. Ce n'était pas le temps d'en parler. Quelques mois après la réconciliation avec Yasmine, c'est moi qui me suis retrouvée à l'hôpital. Une chute. Stupide, banale. Je descendais des escaliers trop vite, les mains chargées de courses, et j'ai raté une marche. Je me suis tordu la cheville, je suis tombée, et j'ai heurté l'angle d'une marche avec le côté du dos. J'ai été hospitalisée 3 jours pour surveillance et douleur. Ce n'était pas grave dans le sens vital du terme, mais c'était douloureux et ça m'avait secoué. Karim était là. Évidemment. Il ne m'a presque pas quittée. Soraya est venue le premier soir. 2 collègues de travail sont venus le 2e jour. Yasmine est venue le 3e jour. Elle avait pris un taxi depuis l'autre côté de la ville. Elle avait apporté des fruits et un livre. On avait passé 2 heures à parler de tout et de rien, et quand elle était repartie, j'avais souri pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital. Mes parents ne sont pas venus. Karim m'a demandé si je voulais qu'il les appelle pour leur dire. J'ai dit non. Il a respecté ça. Le lendemain, j'ai appris par la voix d'une cousine que oui, mes parents avaient été au courant. Quelqu'un leur avait dit. Ils savaient que j'étais à l'hôpital. Ils n'avaient pas appelé. Ils n'avaient pas envoyé un message. Ils n'avaient pas demandé de mes nouvelles. Je suis restée allongée dans ce lit d'hôpital avec ce fait-là dans la tête pendant un bon moment. Mes parents savaient que j'étais hospitalisée. Et ils n'avaient pas bougé. Il y a des moments dans la vie où une chose que tu savais déjà dans un coin de ta tête devient enfin une certitude que ton cœur est obligé d'accepter. Ce n'est pas un choc brutal. C'est plutôt une porte qui se ferme doucement, sans claque, et tu entends juste le petit clic du loquet. Cette nuit-là, dans ce lit d'hôpital, quelque chose s'est fermé en moi. Pas dans la colère. Pas dans les larmes. Juste, une clarté. Une sorte de paix froide et triste qui ressemblait à une décision. J'allais vivre ma vie. Ma vie à moi. Avec Karim. Avec les gens qui étaient là. Mes parents avaient fait leur choix.
Moi, j'allais faire les miens. Je suis sortie de l'hôpital un vendredi après-midi. Karim m'avait préparé quelque chose à manger. Il avait mis de la musique que j'aimais. Il m'avait fait couler un bain. Il n'avait rien dit de grand, rien de dramatique. Il était juste là, comme toujours. Ce soir-là, après le dîner, on a parlé longtemps. On a parlé de nos vies. De ce qu'on voulait vraiment. Pas dans 6 mois, dans 10 ans. On a parlé d'argent, de projets, de la façon dont on voyait notre avenir à tous les deux. Et à un moment, Karim a dit quelque chose qui a changé le cours de notre vie. Il m'a dit, « Tu ne t'épanouis pas dans ce travail. » Je l'ai regardé. Il a continué. Il m'a dit que ça faisait des mois qu'il me voyait rentrer à la maison. Avec cette fatigue particulière dans les yeux. Pas la fatigue physique, l'autre. La fatigue de faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Il m'a dit qu'il pensait depuis un moment à quelque chose, qu'il n'osait pas en parler parce qu'il ne voulait pas mettre de la pression, mais que là, ce soir, il voulait me poser la question. Il m'a demandé si j'avais déjà pensé à monter notre propre entreprise. Je l'ai fixé. Il a souri. Et là, quelque chose s'est déverrouillé. Parce que oui, j'y avais pensé. Pas sérieusement, enfin pas assez sérieusement pour en parler. J'avais des idées depuis longtemps. Dans le domaine de la gestion, de la consultance pour petites entreprises, de l'organisation administrative pour des structures qui n'avaient pas les moyens d'avoir un département entier pour ça. J'avais toujours repoussé cette idée en me disant que c'était trop risqué, qu'on n'avait pas assez d'économies, que ce n'était pas le bon moment. Mais là, à cet instant précis, après tout ce qu'on avait traversé, après l'hôpital et mes parents et la chute et le lit blanc et les 3 jours à réfléchir, l'idée du « bon moment » me semblait absurde. Il n'y a jamais de bon moment. Il y a juste les moments où on décide que c'est maintenant. On a commencé à parler vraiment ce soir-là. On a continué les semaines suivantes. On a rempli des carnets entiers de notes, d'idées, de calculs, de projections. Karim avait des compétences en logistique et en gestion de projet. Moi, j'avais l'administration, la relation client, la structuration. On se complétait parfaitement. On savait ça depuis le début, mais là, pour la première fois, on l'utilisait vraiment pour quelque chose à nous. 6 mois après ma sortie de l'hôpital, j'ai démissionné. Mon responsable m'a regardé avec cet air qu'ont les gens quand ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un quitterait la sécurité. Il m'a demandé si j'avais déjà quelque chose. J'ai dit oui. Il a dit bonne chance avec le ton de quelqu'un qui ne pense pas vraiment que ça va marcher. J'ai dit merci, et je suis sortie. Karim a démissionné 2 mois plus tard, quand notre premier contrat client était signé. La première année n'était pas facile. Je vais être honnête là-dessus, parce que les gens qui racontent des histoires de succès omettent souvent les parties où ça ne va pas bien, et je trouve ça malhonnête. La première année, on avait des clients, oui, mais pas assez. On avait des mois où on regardait les comptes avec cette angoisse dans le ventre. On avait des nuits où on doutait. Où je me demandais si on avait bien fait. Si on n'était pas en train de tout gâcher. Karim restait calme. Pas d'une façon artificielle, d'une façon vraie. Il me disait que les chiffres montraient une progression, même lente. Il me montrait les graphiques. Il me rappelait pourquoi on avait commencé. Et petit à petit, les choses ont changé. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Un client satisfait en amenait un autre. On a commencé à développer notre réputation dans un secteur précis, l'accompagnement administratif et organisationnel pour des petites et moyennes entreprises qui grandissaient vite et ne savaient plus comment gérer leur structure interne. C'était un besoin réel, concret, et on était bon pour y répondre. La deuxième année, on a recruté une première personne. Puis une deuxième. On avait une vraie entreprise. Pas une grande entreprise. Pas encore. Mais une vraie, avec des clients réguliers, des contrats solides, une réputation qui se construisait. Karim et moi, on travaillait beaucoup. Beaucoup plus que dans nos anciens emplois.
Mais la différence entre travailler beaucoup pour quelque chose qui vous appartient et travailler beaucoup pour quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, cette différence-là, elle est immense. Elle change tout. La fatigue du soir n'est pas la même. Même quand c'est difficile, c'est différent. À la fin de la 2e année, on avait pu mettre de côté. Vraiment mettre de côté. Et on a commencé à chercher une maison. Je ne vais pas vous dire qu'on a trouvé la maison de nos rêves du premier coup. On a visité beaucoup d'endroits. Certains trop petits, certains pas dans la bonne zone, certains avec des problèmes cachés qu'on découvrait en visitant. Mais on avait du temps. On n'était plus dans l'urgence. On pouvait choisir. Et on a choisi. Une maison dans un quartier calme. Avec un jardin. Avec une grande cuisine, parce que Karim aime cuisiner. Avec une pièce qu'on a transformée en bureau, parce que parfois on travaille encore depuis la maison. Le jour où on a signé, on était assis dans le bureau du notaire, et au moment de parapher les dernières pages, j'ai pensé à cette petite chambre dans la maison de mes parents. À ce policier à 6 heures du matin. À ce papier avec mon nom dessus. J'ai paraphé. Et on est rentré chez nous. Notre maison. Pas celle de quelqu'un d'autre. La nôtre. Les voitures sont venues quelques mois plus tard. Pas parce qu'on voulait se montrer, mais parce qu'on en avait besoin pour le travail et qu'on pouvait se les offrir. 2 belles voitures, fiables, confortables. On avait pris l'habitude d'y faire attention, de choisir des choses qui tiendraient dans le temps. Et les voyages. Le premier grand voyage qu'on a fait ensemble, c'était au Portugal. Je ne sais pas pourquoi le Portugal. On regardait des destinations un soir et on s'est dit que ça avait l'air bien. On a réservé. On y est allé 2 semaines. On a mangé des choses qu'on ne connaissait pas. On a marché des heures dans des rues qu'on ne connaissait pas. On a dormi dans un petit hôtel avec vue sur la mer et on regardait l'eau le matin en buvant un café. C'était simple. C'était parfait. On a voyagé après ça plusieurs fois par an. Des endroits différents. Parfois proches, parfois loin. Mais toujours ensemble, toujours pour explorer quelque chose de nouveau, toujours avec cette sensation que la vie qu'on était en train de construire nous ressemblait vraiment. Environ 2 ans après notre départ de chez mes parents, j'ai reçu un appel de ma mère. Je l'ai laissé sonner. Elle a laissé un message. Voix douce, mots soigneusement choisis. Elle disait qu'elle avait entendu que les choses allaient bien pour nous. Qu'elle était contente. Qu'elle voulait qu'on se voie, qu'elle me manquait. Qu'elle espérait qu'on pouvait tourner la page. J'ai écouté le message 2 fois. Et j'ai réfléchi. Comment avait-elle entendu que les choses allaient bien? Par Yasmine, probablement. Ou par la cousine qui colportait les nouvelles dans tous les sens. Dans notre famille étendue, les informations circulent vite. Quelqu'un avait vu la maison, ou les voitures, ou avait entendu parler de l'entreprise. Et cette information avait remonté jusqu'à mes parents. Je n'étais pas dupe. On ne va pas se mentir, elle n'appelait pas parce que je lui manquais parce que je lui manquais. Elle appelait parce qu'elle a vu les photos de la nouvelle maison sur Facebook ou qu'elle a entendu parler de notre boîte. C'est marrant comme le succès redonne soudainement la mémoire aux gens, vous ne trouvez pas? Que j'avais une maison, une entreprise, un niveau de vie qu'elle n'avait pas anticipé. L'ordre d'expulsion, à 6 heures du matin, elle n'avait pas eu besoin de m'appeler pour ça. Le policier suffisait. Mais là, maintenant que les choses avaient changé, elle trouvait subitement le temps de composer mon numéro. J'ai rappelé 2 jours plus tard. Pas parce que j'avais envie de renouer. Pas parce que j'avais pardonné ou oublié. Mais parce que je voulais avoir cette conversation une fois, clairement, sans que ça traîne dans ma tête. Ma mère a décroché à la première sonnerie. Elle était chaleureuse, peut-être trop, de cette chaleur un peu forcée qu'on adopte quand on sait qu'on est en tort mais qu'on ne veut pas le dire. Elle parlait de tout, de la maison, des voisins, de Yasmine qui allait mieux et qui avait repris quelques cours. Elle parlait comme si les 2 dernières années n'avaient pas existé. Je l'ai laissé parler. Et puis j'ai dit, doucement, sans agressivité, sans y mettre de la violence, « Maman,
Tu m'as expulsé de chez toi avec un ordre de police. Silence. Elle a dit que c'était compliqué. Que Yasmine était malade. Que dans les familles, on fait des erreurs. Que c'était difficile pour tout le monde. J'ai dit, tu ne t'excuses pas, elle n'a pas répondu. J'ai dit, j'étais à l'hôpital. Tu le savais. Tu n'es pas venu. Tu n'as même pas rappelé. Autre silence. Et là, j'ai compris que cet appel n'allait pas me donner ce que, quelque part, une partie de moi aurait peut-être encore voulu entendre. Une vraie excuse. Une reconnaissance. J'avais tort et je le sais. Pas des explications. Pas des justifications. Juste ces mots-là. Elle ne les a pas dit. Mon père n'a toujours pas appelé. Ça aussi, je l'avais noté. J'ai terminé l'appel poliment. J'ai dit que j'espérais qu'elle allait bien. J'ai raccroché. Et j'ai posé mon téléphone sur la table de notre cuisine, dans notre maison, et j'ai regardé par la fenêtre le jardin qu'on avait planté quelques semaines plus tôt avec Karim, et j'ai respiré. Pas de larmes cette fois. Juste cette clarté de nouveau, cette même clarté que j'avais ressentie dans le lit d'hôpital. Sauf qu'elle était plus calme maintenant. Plus stable. Je ne lui en voulais plus. Pas vraiment. C'était au-delà de ça. J'avais fait mon deuil d'une certaine image de ma famille. D'une certaine idée de ce que mes parents seraient pour moi. Et une fois que ce deuil est fait, vraiment fait, il n'y a plus de place pour la colère. Il n'y a plus vraiment de place pour grand-chose d'autre que la réalité telle qu'elle est. Ma mère m'avait expulsée pour que Yasmine puisse vivre sans payer. Yasmine étudiait la médecine, et dans l'imaginaire de mes parents, ça valait tout. Ça valait que je parte. Ça valait que je pleure. Ça valait l'ordre de police et le silence pendant mon hospitalisation et les années sans contact. Parce que Yasmine allait être médecin. Sauf que Yasmine avait interrompu ses études. Et ses études ne reprenaient pas vraiment. Et mes parents ne l'avaient pas expulsée, elle. Ils ne l'avaient jamais expulsée. Parce que l'espoir de ce titre, de ce diplôme, de ce statut de médecin dans la famille, ça valait plus que moi. Ça avait toujours valu plus que moi. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Il ne servait à rien de le dire. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, ce policier à 6 heures du matin est une des choses les plus douloureuses qui me soit arrivée. Et en même temps, c'est une des choses les plus importantes. Pas parce que la douleur était belle. Elle ne l'était pas. Elle était laide, froide, et elle a laissé des traces que je ne vais pas essayer de minimiser. Mais parce que cette douleur-là a effacé une illusion que je portais depuis longtemps sans le savoir vraiment. L'illusion que mes parents m'aimaient de la même façon qu'ils aimaient Yasmine. L'illusion que le loyer que je payais, la présence que j'offrais, la discrétion avec laquelle j'avais vécu chez eux pendant des années, que tout ça comptait vraiment pour eux. Quand quelqu'un envoie un policier frapper à ta porte à 6 heures du matin avec un ordre d'expulsion, et qu'il s'agit de tes parents, et qu'il n'y a pas d'excuse réelle après, pas de moment de regret vrai, pas de visite à l'hôpital quand tu es blessé, les illusions ne tiennent plus. Elles s'effondrent, et c'est douloureux, mais c'est aussi, d'une certaine façon, libérateur. Parce qu'on ne peut pas construire sa vie autour de l'approbation de gens qui ont décidé, consciemment ou non, que tu ne seras jamais tout à fait suffisante. Karim et moi avons construit quelque chose de bien. Pas parfait, rien ne l'est. Mais bien, vrai, solide. Une maison qui est vraiment la nôtre. Un travail qu'on a choisi et qui nous ressemble. Des voyages dans des endroits qu'on avait envie de voir. Des amis qui sont là quand c'est difficile, pas seulement quand c'est brillant. Yasmine fait encore partie de ma vie, à sa façon. On se voit, on s'appelle. Elle ne m'a jamais vraiment expliqué pourquoi elle n'avait pas dit non quand mes parents avaient décidé de m'expulser. Peut-être qu'elle ne le sait pas elle-même. Peut-être que dans ce genre de famille, on apprend très vite à ne pas poser de questions qui risquent de déranger l'ordre des choses. Elle était malade, elle avait peur, elle a accepté sans y réfléchir vraiment. Je ne sais pas. Et je ne lui en veux plus vraiment. Elle est ma sœur.
C'est compliqué et c'est réel en même temps. Mes parents, je garde mes distances. Ce n'est pas une décision prise dans la colère. C'est une décision prise dans la clarté. On peut aimer ses parents et reconnaître en même temps qu'ils ne sont pas capables de nous donner ce dont on a besoin. On peut espérer qu'ils changent sans attendre qu'ils changent pour vivre. Ils n'ont jamais vraiment reconnu ce qu'ils avaient fait. Ma mère appelle encore de temps en temps, surtout depuis qu'ils savent que notre entreprise tourne bien, que la maison est belle, que la vie qu'on mène ressemble à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu pour moi. Mon père n'appelle toujours pas. Et moi, je réponds quand j'en ai envie. Et quand je n'en ai pas envie, je ne réponds pas. Ce n'est pas de la rancœur. C'est juste de la lucidité. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, si vous êtes en train de la lire et qu'elle résonne avec quelque chose dans votre propre vie, c'est ça, la famille, ce n'est pas un droit automatique à votre loyauté sans limite. L'amour familial ne justifie pas tout. Et partir, couper les ponts, garder ses distances, ce n'est pas toujours de l'ingratitude. Parfois, c'est juste de l'honnêteté envers vous-même. Vous n'avez pas à attendre que les gens qui vous ont blessé reconnaissent qu'ils ont eu tort avant de vous accorder la permission de vivre. Cette permission, vous vous la donnez vous-même. Maintenant. Pas quand ils s'excuseront. Pas quand la situation changera. Maintenant. Et vous pouvez construire quelque chose de beau à partir d'une blessure. Pas en oubliant. Pas en effaçant. Mais en décidant que cette blessure ne sera pas le dernier mot de votre histoire. Mon dernier mot, ce n'est pas l'ordre d'expulsion. Mon dernier mot, c'est ce jardin par la fenêtre. Ce café du matin avec Karim. Cette maison qui est à nous. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Si je devais être totalement honnête, pendant longtemps, je me suis demandé si j'avais exagéré. Si j'aurais dû être plus compréhensive. Si partir sans me retourner, couper les ponts, c'était trop radical. Et puis un jour, j'ai arrêté de me poser cette question. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas l'ordre d'expulsion qui m'a le plus blessé. Ce n'est même pas le policier à 6 heures du matin. C'est le fait que personne ne m'ait retenu. Que personne n'ait couru derrière moi. Que personne n'ait dit « Attends ». Ça m'a appris plus que tout le reste. Aujourd'hui, je ne me vois plus comme la fille qu'on a mise dehors. Je me vois comme la femme qui est partie. Et ce n'est pas pareil. Je ne suis pas devenue forte d'un coup. Je n'ai pas eu une révélation spectaculaire. J'ai juste avancé. Un jour après l'autre. Avec Karim. Avec mes doutes. Avec mes colères. Avec mes silences. Et peut-être que c'est ça, la vraie fin de cette histoire. Pas le succès, point. Pas la maison, point. Pas les voyages. Juste le moment où j'ai compris que je n'étais plus en train d'attendre qu'on m'aime correctement. Je vivais. C'est tout. Et franchement, ça suffit.